Bonjour, moi j'avais une question par rapport au SMR et à la place qu'ils avaient dans des pays comme la France. Est-ce que la France les considère comme un relais pour ces super réacteurs ou plutôt comme des appoints? Et dans quel sens on peut éventuellement, enfin dans quel sens les écolos voient justement ces SMR? Vous avez dit qu'il y avait eu plusieurs reconfigurations. Est-ce que ces reconfigurations penchent plutôt du côté c'est positif ou plutôt du côté c'est négatif dans l'ensemble? C'est une excellente question et ça mériterait une présentation de 2 heures. Mais disons, la première question, quel est le rôle des SMR en France? Et moi je dirais que c'est justement, quelque part, je dirais qu'au début, la France s'est lancée sur les SMR, sur le développement des SMR, parce que la France est une superpuissance nucléaire qui ne peut pas se permettre de ne pas suivre, essayer de faire ce que font les autres, les Américains, etc. Et après, le rapport entre les grands réacteurs et les petits, c'est extrêmement intéressant, mais c'est mon intuition sur laquelle je n'ai pas encore de preuves très, très puissantes, mais quand même que les SMR, non seulement en France, mais ailleurs aussi, c'est en train de devenir un moyen de justement maintenir les roues comment est-ce qu'on dit en français, continuer à pédaler, comme le disait le PDG de EDF il y a quelques années, que le nucléaire c'est comme faire du vélo. Il faut continuer à pédaler, sinon on tombe. Et les SMR sont un bon moyen pour faire cela. Et en fait, j'ai oublié déjà une deuxième partie de la question. Ah oui, c'était important parce que si on parle par exemple de la France, de la Finlande, là c'était les écolos au sein du Parti vert qui ont promu les SMR. C'est leur argument principal pour lutter contre le changement climatique. On ne veut pas des réacteurs comme EPR qui sont extrêmement coûteux et trop lents. Mais par contre, les SMR, ça c'est merveilleux. Mais bon, les écolos finlandais sont un peu extrêmes. Mais c'est de cette façon justement que les SMR sont venus à brouiller les rapports entre les écolos au sein de la communauté écolo. Oui, bonsoir. Par contre, j'ai une question. Là, vous parlez surtout de discours public. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si ça rentre dedans ou dans votre champ de recherche. C'est la question de l'enseignement. Et notamment par rapport à l'agriculture, mais aussi par rapport aux filières scientifiques. Et je ne sais pas si vous avez eu un regard là-dessus et quels sont les effets de cet enseignement et de ce backlash dans l'enseignement. Pour les deux. Pour tous les deux pour nous trois pour les auteurs les coordinateurs du livre ou pour le... Pour ceux qui veulent répondre et qui pensent pouvoir répondre au moins en partie. Là, on n'a pas de chapitre sur l'enseignement déjà. Sur l'enseignement, quand même, par rapport à l'enseignement supérieur et la recherche, on peut dire qu'on est dans un contexte qui ne peut pas être assimilé à du backlash uniquement. Il y a des tendances, au contraire, qui font qu'aujourd'hui, parce qu'une partie de la communauté scientifique, et aussi, il y a eu une demande des étudiants, s'est mobilisée pour ça, on a essayé de faire pression pour dire qu'il fallait que l'enjeu écologique soit enseigné, devienne un socle de formation. Donc, pour l'instant, on est quand même dans encore cet élan où on a commencé à obtenir ça, où le ministère a donné un cadrage depuis quelques années
qui est en train progressivement d'être mis en œuvre sur le fait qu'il faut que tous les étudiants aient au moins un minimum de formation sur l'enjeu écologique et les politiques de transition. Donc ça se met en place, ça s'est commencé à se mettre en place dans les institutions qui sont plus rapides, parce que moins larges, comme les écoles d'ingénieurs, Sciences Po, etc. Dans les universités, c'est en train de se mettre en place pour les prochaines maquettes. Donc là, on ne peut pas dire qu'on est dans un backlash. Après, de collègue à collègue, selon les thématiques, l'orientation de chacun, il peut y avoir des effets divers. Mais on est plutôt dans cet effet-là, et c'est intéressant, parce que ça veut dire que nous, on analyse une espèce de backlash assez large quand même, qui est profond, porté par des composantes politiques, guidé aussi par des intérêts, des mécanismes économiques, etc. Dans les universités, le supérieur, on est encore dans, disons, l'élan de l'après-COP 21, c'est-à-dire quand on y croyait, les politiques climat, etc. Donc il va y avoir un effet ciseau. Si ce backlash continue à s'amplifier et que nous, on tient bon dans l'enseignement supérieur recherche pour former les étudiants, pour faire communauté en tant que scientifiques, pour ne pas lâcher sur le fait que c'est très important, et que beaucoup d'entre nous écologisent quand même leurs enseignements, même leur domaine de recherche, etc. Là, il va y avoir une espèce de hiatus croissant entre une partie de la société, une partie des forces politiques, et ce qui peut se passer dans l'enseignement supérieur recherche. Mais peut-être mes collègues ont d'autres réponses. Je ne sais pas si vous pensiez à ça, mais la situation aux États-Unis, par exemple. Là, il y a un réel backlash. Voilà, c'est le gros, c'est le visible. La question, c'est est-ce que ça va diffuser? Et on le voit, enfin, il y a des tentatives pour dire, pour que certaines recherches ne se fassent pas, pour que la parole publique soit maîtrisée. Donc on peut déjà sentir dans les milieux de droite et d'extrême droite qu'il y a, qu'il y a ces tendances. On a peut-être Christophe Cassou qui écrit donc un chapitre raconte en tant que climatologue qui parle dans le public comment il reçoit des attaques extrêmement il a reçu, et Valérie Masson-Delmotte également, des attaques virulentes. Donc ça, mais au sein de l'éducation nationale dans nos enseignements, pour l'instant, moi j'ai pas l'expérience de ça. On est encore dans ce mouvement de l'accord de Paris. On pensait que voilà, l'écologisation, il y a encore ce mouvement-là. Si ça répond à une question. Oui, Steve? Mais il existe des cas de formation avec des fortes participations d'entreprises, d'un certain nombre de grandes entreprises, où commence à s'exercer un backlash, où par exemple l'engagement d'étudiants sur ces questions écologiques, la possibilité de passer des films sur les questions écologiques, sont remises en cause, voire tout simplement interdites, et que des pressions s'exercent là très clairement dans certains établissements, avec derrière ce qui semble s'être produit. Je ne pourrais pas vraiment dire quel établissement exactement est visé, mais il y en a un à Toulouse. Des grandes entreprises qui ont simplement dit, mais là, en fait, vos étudiants, nous, on arrête de prendre des étudiants qui viennent de votre formation, on ne veut pas être mis en cause de cette manière-là, donc tant que vous ne réglez pas la question, on ne prend plus personne. Et derrière, c'est une partie des financements de cet établissement qui peuvent sauter. Donc là, il y a des moyens de pression très clairs et qui commencent timidement, et là, c'est juste, c'est quelque chose que j'ai pu entendre... dont on m'a parlé, mais il y a sans doute des cas plus discrets encore dont on n'entend pas parler, mais qui vont commencer à s'exercer. Donc ce backlash, il n'arrive pas à l'université, tout simplement parce que globalement, l'université, on s'en fout un peu. Donc, le pouvoir ne se situe pas là, malheureusement, mais il y avait une question devant, et puis ensuite j'ai vu... Bonjour, moi j'avais une question, merci à tous les deux, pour Madame Fouilleux. Sur le fait que donc aujourd'hui le soutien au bio en France, on fait le pari que qui repose principalement sur la capacité des consommateurs à payer plus cher. Est-ce que vous avez travaillé sur des exemples à l'international justement qui permettraient qui pourraient être inspirants pour un meilleur système en France, voilà. Parce que vous avez précisé le mot en France, donc je me demandais s'il y a quelque chose. Oui, là, vraiment la situation que j'ai décrite, elle vaut principalement pour la France. Il y a des pays qui soutiennent beaucoup plus activement le bio, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union européenne. J'ai mentionné l'Autriche en particulier. L'Autriche, ils sont à une trentaine de pourcents de surface agricole en bio. Et pour cela, ils se saisissent simplement des outils
des outils que notamment propose la PAC, mais si vous voulez, c'est tout ce qui existe là en version très light en France qui est juste renforcé. Tout cet argent qui est mis dans le système alimentaire, je vous dis une 50aine de milliards d'euros, il suffirait de les réimputer, de mettre des conditionnalités sur le versement des aides directes aux agriculteurs qui soient plus strictes et plus exigeantes en matière de pratiques agricoles, il y a 34% de ces 50 milliards qui vont au maillon d'aval de l'agriculture, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et la restauration commerciale, type McDo, etc. Eux, ils touchent 34% du budget qui va au système alimentaire, et ce sont des soutiens à travers des baisses des exemptions de cotisations fiscales et de cotisations sociales. Et donc ça, c'est des dépenses complètement aveugles, c'est des dépenses indirectes mais aveugles. On ne demande rien en échange. On pourrait demander un minimum de pourcentage de la surface, des grandes surfaces en produits biologiques, on pourrait demander des produits... on pourrait mettre tout un tas de conditionnalités ou un approvisionnement à travers des contrats longs qui permettent de renforcer les filières bio. On pourrait mettre plein de conditionnalités à tous ces instruments de politique économique, de la même façon qu'on pourrait exiger des vrais changements de pratique auprès des agriculteurs contre du bio. Mais en France, le bio, il redécollerait vraiment très fort, ne serait-ce que si on utilisait l'outil que nous propose l'Union européenne, qui est par exemple l'aide au maintien. L'aide au maintien ou l'éco-régime, là c'est 25% du budget de la PAC qui vont à des pratiques environnementales. On les flèche sur l'agriculture biologique, simplement en disant bon ben voilà, on le verse que à un taux bien plus élevé aux agriculteurs biologiques. Tout ça, c'est des incitations qui font que les agriculteurs peuvent prendre le risque. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même une grosse décision pour un agriculteur de passer au bio. Il va avoir des risques beaucoup plus importants, il doit changer tout son système d'exploitation. C'est quand même quelque chose qui est stressant et qui est risqué économiquement. Donc si derrière, il sait que sur le long terme, il a des aides, non seulement sur ces 3 années de conversion, mais qu'il peut se conforter un revenu, il peut prendre ce risque-là, il peut trouver des innovations. Les agriculteurs, c'est des gens très très intelligents, ils se conformeront sans problème avec des idées sans doute très intéressantes dans leur pratique quotidienne par rapport à un système de politique publique qui change. Donc c'est simplement réimputer le soutien. Et donc utiliser l'aide au maintien. C'est ce que font avoir des critères sur les cantines, avoir des critères sur les grandes surfaces. C'est ce que fait le Danemark, ce que fait l'Autriche, qui sont des pays qui sont beaucoup plus avancés. L'Estonie verse toute une partie de ses soutiens directs sur le bio. C'est donner des objectifs beaucoup plus importants. Enfin, c'est très facile hein, de refaire décoller le bio. Mais il faut avoir cette volonté politique, c'est tout. Donc c'est bon, mon temps là ou pas? C'est bon. Merci beaucoup pour la conférence. Alors juste, j'espère que ma question va être claire parce que j'essaie de vous écouter tout en la formulant dans ma tête. Donc voilà. Ça s'adresse à peu près tout le monde qui aimerait répondre, j'imagine. Donc ma question, c'est qu'il y a quelques semaines, mois, il y a eu un clivage à gauche au Parlement sur la suppression des ZFE, donc les zones faibles émissions, si je me souviens bien, où la gauche écolo considérait ça comme un recul, parce que voilà, on les a supprimés, et la gauche plutôt insoumise a mis en avant l'argument que c'était punitif pour beaucoup de personnes, en particulier les personnes qui pouvaient habiter dans les banlieues, etc. Donc ma question, disons, petit a, quel est votre avis? Est-ce que vous considérez ça comme une bonne chose que ça ait été supprimé ou pas? Est-ce que ça va dans ce green backlash dont vous parlez? Et plus généralement, quelles sont les stratégies politiques qu'on peut avoir pour rendre caduques ces argumentaires? Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur les ZFE par manque d'infos, mais comment est-ce qu'on fait pour rendre caduques ces argumentaires d'écologie punitive, en fait, au niveau politique? Voilà. Merci. Steve, il y avait ce monsieur qui lève la main depuis très longtemps. Ah, depuis très longtemps. Oui, merci. C'est juste une question par rapport au nucléaire, parce que moi je suis un peu partagé par rapport au nucléaire. Parce que d'un côté, ça a permis d'avoir une électricité bas carbone à la France, et
je comprends pas trop les arguments de lenteur et que c'est cher. Ok, je comprends, mais après, niveau résultat bas carbone, il est là. Et après, on a réussi. Genre là, actuellement, on est bas nucléaire. Du coup, je voudrais un peu votre avis sur les avantages de bas carbone. Et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de au moins maintenir ce qu'on a pour après améliorer la transition écologique? Alors, pour continuer sur le nucléaire, le problème dont vous n'avez pas soulevé le problème, c'est concernant les déchets. Parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu reculé pour mieux sauter dans ce problème-là. C'est-à-dire que dans l'avenir, que feront-on de tous ces déchets nucléaires? Parce que c'est quand même un gros problème. Voilà. Oui, je reste dessus. Oui, juste sur ce qui a été dit sur le nucléaire. On est en train de se gaver à ChatGPT, aux IA. On électrifie le parc automobile. Donc dans ce contexte, moi il me semble que cette espèce de débat pour-contre nucléaire, il peut se résoudre assez facilement. Effectivement, ça a été dit sur le fait que c'est clairement une énergie de transition. Le seul élément du débat, c'est la durée de la transition. Donc oui, j'aurais aimé quand même que ce soit posé de cette manière-là. Je trouve que la manière dont on oppose les antinucléaires et les pro-nucléaires aujourd'hui date un petit peu. Je ne suis pas sûr que ça nous aide collectivement sur le front de l'écologie. Et j'aimerais juste ajouter, moi j'ai des étudiants, j'arrive pas à leur faire ne serait-ce qu'utiliser une IA française soi-disant moins énergivore que ChatGPT. Donc est-ce que le problème plus général n'est pas d'abord lié au comportement, au changement de comportement qui nous ramollissent le cerveau, hein. Je ne vais pas parler que des étudiants, je pense que c'est tout le monde. Et est-ce que donc on ne s'oppose pas peut-être inutilement, par exemple, sur la question du nucléaire? Et donc, dernière question de cette salle de questions. Oui, bonsoir. Vous avez fait un ouvrage sur le greenwashing. Là, c'est un ouvrage sur le green backlash. Et je me demande si dans la continuité, là, c'est le retour de bâton, mais est-ce qu'on ne peut pas bientôt parler du bâton tout court, compte tenu de la répression qui s'exerce sur les militantes et les militants écologistes sur tout type d'action, comme on peut le voir, que ce soit sur l'autoroute A69, que ce soit à Sainte-Soline ou ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un autre moyen aussi de faire taire l'écologie, les écologistes en général? Laure, tu commences sur l'écologie punitive? Ouais, mais sur la dernière question, hein, sur la répression, en fait, il y a vraiment un chapitre spécifique là-dessus. Donc on n'y a peut-être pas insisté dans nos propos qui étaient très rapides, nos propos introductifs, mais en fait ça fait bien partie et c'est un élément important. Hein, et c'est à la fois de la répression pendant les manifestations, c'est couper les ressources aux associations pour que la société civile soit affaiblie, c'est les procès bâillons intentés par des grandes multinationales, des groupes d'intérêt, etc. C'est toute une gamme en fait de dispositifs répressifs. Ce sont des mots très durs comme écoterroristes véhiculés par le ministère de l'Intérieur au moment de Sainte-Soline. Enfin voilà. Donc c'est effectivement une dimension qui n'est pas du tout absente du bouquin, bien au contraire. Alors du coup, moi je vais répondre peut-être sur la question sur les ZFE. Effectivement, bon. Dans le bouquin, en fait, on a décidé d'emblée qu'on n'allait pas essayer, parce que ce serait un autre sujet, de voir les raisons internes au mouvement écologiste, dans leur diversité, au parti écologiste, à la mouvance écologiste, au type de mobilisation et de discours qu'il y a pu avoir sur l'écologie, qui pourraient expliquer des effets de green backlash ou de backlash. Voilà. Bon. Parce que pour nous, c'est quand même pas l'essentiel et le bouquin se concentre sur autre chose qui est une contre-attaque profondément réactionnaire avec des raisons de fond, etc.
Ceci dit, c'est évident que sur certains domaines, on arrive sur des zones où la question se pose de manière plus aiguë. C'est le cas, par exemple, sur les ZFE, je pense. Parce que les ZFE, c'est assez typique. C'est-à-dire que les discours ont fini par être extrêmement clivés. Je me lève parce que je suis super petite, alors déjà qu'on ne me voit pas, mais là, bon, ben, voilà. Donc, j'ai pas qu'une tête, je suis quand même entière. Bref, donc, les ZFE, c'est un exemple de la manière dont les discours sont extrêmement clivés jusqu'à devenir hyper caricaturaux. Il faut se souvenir que c'est quelque chose qui a été mis en place sur des raisons de santé environnementale par rapport à la nocivité aux politiques. Ce n'est pas une histoire de décarbonation, etc. C'est sur la santé. Et on sait que les inégalités de santé, elles pèsent aussi particulièrement sur les catégories populaires. Donc à la base, ce n'était pas forcément quelque chose qui était dans un rapport, disons, d'exclure les populations les moins favorisées, etc. Mais le choix politique qui a été fait pour que les centres-villes soient moins pollués, parce qu'ils le sont de manière objective, ça a d'abord été le fait d'aller sur cette critérisation des véhicules selon leur degré d'émission, mais finalement ça revient à dire leur ancienneté, et là oui ça devient un critère finalement de classe, ceux qui peuvent se payer des voitures modernes et ceux qui ne peuvent pas. Bon, alors là déjà c'était une première approche. On aurait pu en prendre d'autres. On sait très bien que pour réduire la place de la voiture en ville, il suffit de réduire les places de parking disponibles par exemple, et là ça exclut plus ou moins tout le monde, bien que certains peuvent se payer des parkings privés plus facilement. Bon, vous voyez qu'on entre dans des considérations, mais ça veut dire que d'emblée, il y a des choix qui sont faits. Et puis finalement, ça a été renforcé par le fait que ces politiques n'ont pas été accompagnées, comme c'était demandé, par un certain nombre d'aides plus importantes pour que certaines catégories puissent éventuellement changer de politique, ou pour qu'il y ait de déploiement de moyens de transport alternatifs. Donc là, à nouveau, on renforce cet effet finalement de biais social dans l'application. Donc il est normal que des gens se soient braqués, que ce soit devenu une question publique, mais après, par contre, là où on retrouve le backlash, c'est que ça a été instrumentalisé très largement par des forces politiques, des courants qui n'en ont rien à faire de l'écologie, rien à faire de la santé environnementale, qui n'en ont même rien à faire peut-être de la circulation des catégories les plus modestes, et c'est devenu une espèce d'emblème. Donc en fait, pour déconstruire une situation pareille, il y a plein de questions à se poser. Il n'en reste pas moins que, évidemment, ça pose avant tout, puisque vous demandiez, je crois, enfin, quelle solution on pourrait avoir pour dépasser le backlash, etc. Évidemment, ça pose le fait que trop de politiques environnementales et autres, de toute façon, viennent d'en haut, ne sont pas assez mises en discussion préalable avec la population, comme a pu le faire, par exemple, la Convention climat, à un moment où les gens peuvent... Voilà, on peut faire le tour de situations concrètes, etc. Et au final, ça pose la question de mieux articuler, bien sûr, des enjeux environnementaux et sociaux. Alors du coup, je n'ai pas abordé le punitif, mais bon, le punitif, avec Guillaume qui est par là, on a rédigé un chapitre à ce sujet. Pour nous, c'est vraiment emblématique. Hein. La notion d'écologie punitive, c'est quelque chose qui est tellement rentré dans les cerveaux, parce que ça a été poussé comme un mot magique pour décrédibiliser l'écologie et ses revendications, alors que finalement, ce qu'on entend par punitif dans ces choses-là, c'est souvent des choix qui relèvent de politiques néolibérales, finalement. Hein. Une régulation par le marché, un droit environnemental qui est plutôt faible, finalement, pour ceux qui sont les principaux pollueurs ou autres, etc. Donc, nous, on conclut dans notre chapitre sur le fait que l'écologie, elle n'est sans doute pas du tout assez punitive avec certains groupes d'intérêt, forces, etc., qui mettent à mal l'environnement. Il faut, disons, arrêter les clichés pour croire aussi facilement, sans voir qui pousse ces discours, que l'écologie serait comme ça punitive. Et au final, ce qui sera vraiment punitif, c'est la catastrophe environnementale si on ne se donne pas les moyens de répondre à un changement de trajectoire. Pardon, j'étais... Ok, juste, tellement tu n'as pas répondu si c'était bien ou pas la ZFE. Alors, donc j'ai juste répondu ça. Si on voit juste une question de santé publique, il y a plein de calculs sur le nombre de victimes de la pollution. Donc mettre des zones faibles émissions du point de vue santé publique, ça paraît forcément une très bonne idée. Et par rapport au social, ce sont évidemment les populations les plus défavorisées, celles qui vivent au bord du périph', etc., qui sont le plus affectées.
Donc voilà, pour donner un élément quand même de réponse. Après, on pourrait dire que c'est peut-être aussi une bonne chose parce que ça peut faire que pousse à avoir moins de voitures. Ou alors plus de voitures électriques, ça, est-ce que c'est une bonne chose? Plus de, voilà, ça devient peut-être plus à discuter, mais en tout cas, voilà, c'était au moins donner un élément de réponse. Ève? Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. En tout cas, ça pose la question de comment on accompagne ça. Et si on fait que des ZFE sans accompagner les gens à pouvoir y répondre, on pourrait dire que l'agriculture biologique, c'est un exemple parfait d'écologie punitive, puisqu'on fait payer plus cher les bons produits et que donc les gens qui n'ont pas les moyens de se les payer ne peuvent pas prendre soin de leur santé ou prendre soin de leur positionnement environnemental. Ils peuvent avoir envie de défendre la nature en plus de défendre leur santé. Et ils n'ont pas ce droit parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour le faire. Donc c'est un exemple parfait d'écologie punitive. Et si on prend... C'est pour ça que j'ai fait ce pas en arrière de dire, en fait, combien on dépense d'argent pour soutenir le système alimentaire actuellement, c'est 50 milliards d'euros. On a calculé aussi avec le basique les coûts de ce qu'on, sonnant et trébuchant, l'État paye pour réparer un tout petit peu des dégâts. C'est actuellement surtout le budget de la Sécu qui paye, et c'est 20 milliards d'euros supplémentaires. Donc c'est 70 milliards d'euros, on les utilise actuellement pour faire fonctionner le système tel qu'il fonctionne, et pour réparer un peu de ces dégâts. On les utiliserait différemment, ça permettrait absolument d'accompagner et de changer. Donc il faut surtout pas raisonner comme on nous pousse à raisonner, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, en isolant les choses. Et ça, je trouve que l'ouvrage, il nous aide à faire ça. Et même sur le bio, c'est double punition. Dans son chapitre, Saria Mayer-Amou, qui parle de l'écologie dans les quartiers populaires, montre à quel point il y a une stigmatisation des personnes dans les quartiers populaires qui ne peuvent pas s'acheter du bio et donc qui ont l'impression d'empoisonner leurs enfants et qui reçoivent ce stigmate. Voilà, ça c'est aussi typiquement de l'écologie punitive. Ouais. Et maintenant, on a plein de questions sur le nucléaire. On te laisse prendre la parole et puis on complétera si tu veux, mais je pense que tu es... Très bien. Oui, merci pour ces questions. Et je vais commencer par les déchets. Juste une observation, quand on parle des petits réacteurs, les SMR, là, les déchets sont largement absents. Et il y a des raisons parce qu'il y a plein d'incertitudes. Les SMR, la plupart des réacteurs SMR sont des réacteurs sur papier. Donc, on ne sait pas encore quelles seraient les solutions. Et puis, une autre observation à la fois, en même temps, on dit que la Finlande a résolu le problème des déchets parce qu'on a le fameux Onkalo, un site de stockage de déchets hautement radioactifs qui devrait entrer en opération l'année prochaine, devait entrer cette année, mais on verra bien. Comme le premier pays au monde qui, soi-disant, a résolu le problème des déchets. Donc là-dessus, on pourrait parler, par exemple, les SMR, les déchets produits par les SMR. On en sait quand même un peu et on sait que c'est pas si facile que ça, par exemple, mettre ces déchets dans comment est-ce qu'on dit en français, le site de stockage, installation de stockage conçu pour les déchets qui proviennent de EPR et des grands réacteurs. Donc il y a plein de questions techniques là. À propos de nucléaire comme une solution contre le changement climatique, par exemple, et que vous êtes partagé sur le sujet, et moi j'avoue que moi aussi un peu. Et aujourd'hui j'ai joué un peu plus peut-être le rôle d'antinucléaire, mais je ne suis pas à 100% convaincu, et ce n'est pas mon rôle non plus. Donc je suis chercheur en sciences sociales, je n'ai pas d'opinion fixe, mais ce que je peux dire, c'est que, comme ça a été évoqué, est-ce qu'on exagère un peu le rôle du nucléaire dans la discussion? Est-ce que les questions ne sont pas dans nos comportements, par exemple, sobriété, etc. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et aussi d'accord sur le fait que le nucléaire, France est une exception, parce que 70% presque de l'électricité provient du nucléaire. Donc ici, les décisions autour de l'énergie
tourne autour du nucléaire pour des raisons évidentes. Mais au niveau global, le nucléaire, ce n'est pas la solution. La question, c'est de savoir est-ce que ça peut faire partie de la solution ou est-ce que plutôt ça empêche ou ralentit les transformations dont on a besoin. Donc la compatibilité, par exemple, compatibilité du nucléaire avec les renouvelables. Et donc l'idée des SMR, des petits réacteurs, c'est justement que c'est une solution bien compatible avec des réseaux d'électricité décentralisés, avec les renouvelables. Donc là-dessus, ce sont des questions essentiellement techniques. Qu'est-ce que je voulais dire encore à propos de l'intelligence artificielle et les scénarios d'augmentation de la consommation de l'électricité. Là-dessus aussi, il faut quand même être prudent. Si on regarde l'histoire et les scénarios énergétiques par le passé, ils ont pratiquement toujours été exagérés. Donc, moi, je serais sceptique par rapport à l'intelligence artificielle aussi. Est-ce que la demande va vraiment croître de la façon dont on le prévoit? Et après viennent des questions. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on va satisfaire ces besoins? Et finalement, pour finir, sur je ne sais pas pourquoi, attendez, oui, c'est tout simplement sur les... bon, ce que je voulais dire, c'est que les écomodernistes et cet écologisme rationnel, on peut le considérer quelque part comme un backlash, un retour aux années 50-60. Donc de ce point de vue-là, nucléaire présente les mêmes questionnements. Est-ce qu'on est en train de revivre ou est-ce qu'on essaie de ressusciter la modernité qui a déjà prouvé ces problèmes auparavant? Donc, j'avais une idée là-dessus, mais j'ai perdu un peu le fil, donc désolé. Peut-être compléter 2-3 choses sur le nucléaire, mais on va peut-être pas en faire un débat sur le nucléaire, mais c'est rappeler quand même quelques faits. C'est-à-dire avec le prisme de la France, déjà je crois que c'est 27% de la production d'énergie en France, parce que il n'y a pas que l'électricité, donc en énergie c'est pas tant que ça. Et au niveau énergétique, au niveau mondial, au niveau consommation, c'est de l'ordre de 3%, maximum 5 peut-être, je ne sais plus les chiffres, enfin c'est quelques pourcents au niveau mondial. Et quand on voit quand on voit la vision mondiale de présenter le nucléaire comme une solution de transition rapide pour trouver autre chose, enfin moi je comprends pas, je comprends absolument pas. Et quand on voit la vitesse à laquelle alors il peut y avoir plein de problèmes aussi avec le solaire, avec l'éolien, etc. On les connaît, il n'y a pas d'énergie propre, mais la vitesse à laquelle elle se déploie est tellement plus rapide et tellement moins chère que même d'un point de vue de rationalité économique. Et voilà, donc ça c'est déjà purement... Et là, comme tu le disais, on n'a absolument pas parlé des risques de Fukushima, de ce que ça représente, etc. Et dans toute cette question de savoir qu'il peut y avoir une région où on ne peut plus vivre pendant plusieurs dizaines d'années, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on peut au moins avoir un débat démocratique, que les gens décident si le nucléaire doit faire partie d'une solution ou pas? Le nucléaire n'a jamais été débattu démocratiquement. Donc la question, c'est pas de se situer pour ou contre, etc. Mais acceptons peut-être de parler de nucléaire que s'il y a une organisation d'un débat démocratique, une convention citoyenne, etc. Ce serait la moindre des choses. Et là, on n'a donné que quelques arguments. On pourrait trouver d'autres arguments pour, etc. On est comme tu disais, on est ouvert à tout. Mais voilà, c'était juste 2-3 petits éléments à mettre. Tu voulais compléter, Laure? Moi,
Moi, je veux bien compléter sur la question des discours. Marcus, lui, a abordé il peut aborder à la fois les questions des techniques, des politiques nucléaires, des discours, etc. Donc, c'est beaucoup plus modeste. Mais par rapport à la manière, je n'ai pas vu qui a mené cette question, mais est-ce que ça ne nous oppose pas inutilement de réveiller la question du nucléaire ou d'avoir encore une posture anti-nucléaire? Là, typiquement, c'est un effet de cadrage discursif. C'est-à-dire que ceux qui soulèveraient la question du nucléaire et poseraient l'idée que le nucléaire n'est pas une solution à promouvoir dans cette relance du nucléaire seraient du côté de la division et pas ceux qui promeuvent le nucléaire. La division, elle est des deux côtés, c'est qu'il y a des points de vue antagonistes en fait. Et profondément, je pense qu'aujourd'hui, le nucléaire, même dans la perspective de la décarbonation, de l'impératif climatique, etc., repose des questionnements de fond comme il les posait dans les années 70, de manière un peu décalée, mais aussi avec beaucoup de redondance et de similitudes, comme ça a été démontré. Donc c'est un vrai débat. C'est pas juste de dire « Ah, il y en a qui sont raisonnables et puis il y en a qui divisent ». Là, on retombe sur exactement ce que Marcus a démontré, c'est-à-dire des effets de discours pour anéantir le débat avant même qu'il soit posé, alors que c'est un débat sérieux. Si je peux ajouter une chose, pour moi la question c'est surtout à propos des ressources, les compétences, et ce n'est pas mon argument. Il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire qui considèrent que maintenant la situation où se trouve France actuellement avec le nucléaire, c'est pas tout simplement réaliste d'essayer de relancer le projet. Il y a tellement d'enjeux avec l'héritage du nucléaire. Comment traiter les 57 centrales, qu'est-ce qu'on va faire avec elles. Et c'est un lien avec l'éducation, c'est ce que je voulais dire aussi, que pour le secteur nucléaire, un vrai défi et enjeu, c'est comment attirer les jeunes étudiants dans le secteur, dans la filière. Et je ne crois pas que l'argument principal, l'argument de vente soit anti-écologiste, c'est plutôt pour le changement climatique. Venez travailler dans le nucléaire parce que c'est la seule solution ou pas la seule solution, c'est la solution essentielle, indispensable, incontournable pour lutter contre le changement climatique. Mais il y a une concurrence énorme, bien sûr, des cerveaux des jeunes en France et ailleurs. Donc, à mon avis, les enjeux sont de ce côté-là. D'autres questions ouais, là-bas. Alors, en fait, il est 20h30. Ah. Donc, ok. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Non, il y en avait une question, dernière. une dernière. Les gens commencent à partir. Ouais. Après, sur la répression, oui, on en parle beaucoup. Ah, c'était pas celle-là. Ouais, on associe dans le bouquin beaucoup le backlash anti-écologique avec le backlash antidémocratique. Voilà, c'est un des points forts, un des nœuds de ce qui se passe actuellement. Là, c'est important de le rappeler. Alors, quand vous voulez, on peut arrêter, vous me dites. Ok, donc juste une question, du coup, sur un peu l'agroécologie. Est-ce que, du coup, on comprend que la situation, elle est vraiment pas très bien, en fait, en France, mais pourquoi est-ce que en fait les politiciens sont pas convaincus de la pertinence de l'agriculture bio? Est-ce qu'il y a du lobby qui est très présent? Est-ce que je sais pas pourquoi? Je vais pas répondre. C'est trop long, mais c'est essentiellement des raisons historiques. La France est la grande puissance agricole européenne et elle s'est développée. Enfin, l'agriculture française s'est développée sur ce modèle de modernisation chimique, etc., soutenu de façon très importante par la politique agricole commune. Depuis les années 60 et à travers un système d'incitation, enfin, on a tout un ensemble de politiques publiques à la fois au niveau européen, politique des marchés, politique agricole commune, et au niveau des politiques des structures qui visaient depuis les années 60 la modernisation de l'agriculture, qui s'est faite à l'époque à travers ce qu'on a appelé la cogestion, une forme de néocorporatisme qui s'est fait. Ces politiques, elles se sont mises en place dans une vision
de modernisation de l'agriculture en collaboration entre l'État et le syndicalisme agricole. Et en fait, ce système d'hypermodernisation, il allait arriver à un tel point qu'il y a des problèmes, mais qu'en fait, on n'arrive pas à sortir de cette cogestion. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un poids très important du syndicalisme agricole dominant, la FNSEA, avec le CNJA, qui est capable de s'organiser, qui est très très bien organisé, qui est en fait soutenu par toutes les politiques publiques, et notamment le système des chambres d'agriculture, etc. Il y a tout un système, c'est compliqué à expliquer comme ça en 2 secondes, mais qui est capable de mettre dans la rue beaucoup de gens qui bloquent en quelques heures des péages, des centres-villes, donc des ressources politiques, de mobilisation politique qui sont très importantes et qui leur permet de verrouiller. Donc ça, c'est la partie agricole du lobby. Et il y a toute la partie très importante dont on ne parle pas du tout assez, qui est le lobby industriel, à la fois à l'amont, c'est-à-dire toutes les industries, en particulier des pesticides et de fabrication d'engrais et de machinisme agricole, qui développent tout un tas de critiques et de promotion de solutions alternatives, un peu comme pour le nucléaire, à travers le technofix, c'est-à-dire des drones, des machins qui disent on peut faire de l'agriculture durable sans remettre en cause le modèle. Et donc ça, c'est l'industrie d'amont qui met un argent fou. Il faut se dire que, par exemple, une seule entreprise de pesticides, Syngenta, depuis que ça a été racheté par la Chine, c'est 25% du marché mondial. Et on a 4 entreprises qui détiennent presque 80% du marché mondial. Donc c'est des pouvoirs hyper concentrés avec beaucoup d'argent, beaucoup d'argent qui sont mis dans du lobbying. Et qui peuvent coordonner des campagnes dans le monde entier, au niveau européen, etc. Donc ça, c'est les industries d'amont. Et il y a toute la partie industrie d'aval, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'industrie de transformation, mais aussi la grande distribution, mais aussi la restauration commerciale type McDo, etc., qui aussi a un lobbying très actif et qui est très... Pour lui, c'est très important d'avoir ce système alimentaire et ce modèle agricole qui produit en masse des produits hyper standardisés qu'ils ont besoin de traiter avec leur process industriel et de distribuer. Il y a 76% des Français qui achètent en grande surface, etc. Donc c'est tout un système. C'est vraiment la notion de système qu'évoquait Laure au départ. Et c'est très compliqué parce que il y a le pouvoir de l'argent qui devient du pouvoir politique. Et il y a effectivement toute une activité de production discursive qui souligne par exemple le fait qu'il y a beaucoup d'emplois à la clé. Alors que quand on regarde, je vous renvoie à cette étude encore du BASIC qui a été... le BASIC, Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif, vous verrez, ils ont fait toute une étude sur les coûts cachés de l'alimentation. Et donc, ils montrent bien tout ça et comment tout se tient et comment en fait tout cet argent est capté pour même pas en fait le profit qui est fait par rapport à ces 50 milliards d'euros qui sont investis pour soutenir le système, c'est une 27 je crois milliards d'euros de profit. Donc il y a même le profit est même pas à la hauteur de l'argent dépensé. Il faut que je m'arrête. Mais voilà, en gros, il y a quand même des activités de lobbying très fortes et qui passent par plein d'activités d'influence et qui vont au-delà du débat, qui vont dans tous les sens. C'est beaucoup travaillé, vous trouverez des données là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.